notre stratégie, je dis notre, l'Occident, d'armement de l'Ukraine est la bonne? Vous savez bien que la question monte de savoir si nous allons trop loin. Estimez-vous que l'Occident va trop loin? Quelle serait l'alternative? Et c'est celle qui est posée par un certain nombre de pacifistes en Europe. Quelle serait l'alternative? Ne pas soutenir ou soutenir au compte-gouttes l'Ukraine et la laisser face à la Russie dans une situation qui l'amènerait à baisser les armes et à capituler. Ce ne serait ni digne, ni responsable, ni conforme à la vision qui est la nôtre de l'Europe. Donc, livrer des armes, bien sûr. Faire en sorte que l'impact de ces armes et de l'aide que nous apportons puisse être le plus fort possible, tout en ménageant une stratégie politique et diplomatique qui puisse permettre à tout moment de saisir des opportunités, à la fois quant à la stratégie de l'Ukraine, mais en même temps quant à la situation de la Russie, dont on voit bien que l'enlisement crée un certain nombre de conséquences graves pour la Russie, et que la Russie peut être tentée, à un moment ou à un autre, de saisir une bifurcation, ou, à partir de ce qu'elle considérera comme une victoire, réduire sa guerre. Mais pour les armes, vous n'estimez pas, vous ne faites pas partie de ceux qui pensent que ça ne va faire que repousser l'issue inéluctable d'un conflit et que ça va le prolonger, peut-être pas pour l'issue voulue. C'est un débat qui a lieu de façon assez forte d'ailleurs en Allemagne aujourd'hui, et en particulier au sein des intellectuels à coups de tribunes, et qui s'invectivent justement sur le fait de savoir s'il n'y a pas ce risque de prolonger la guerre. Moi, ma conviction, c'est que nous avons un devoir vis-à-vis de l'Ukraine. Un devoir d'assistance. Nous avons le devoir de permettre la résistance face à l'Ukraine, et ça suppose de définir la situation dans laquelle nous sommes. Et je crois que c'est le point de départ, et si vous permettez, il faut le dire en quelques minutes. L'Ukraine fait face à une agression. C'est une agression caractérisée sur le plan du droit international, une atteinte à la souveraineté et à l'intégrité de l'Ukraine. Et c'est une atteinte au droit qui se vérifie avec son cortège de drames humains tous les jours en matière de droit pénal. On le voit avec les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, des villes martyrs comme Boutcha, Borodianka, Holomel, Irpin sont là pour témoigner. Et le secrétaire général de l'ONU a visité certaines de ces villes pour témoigner de l'horreur de ce qui s'y est déroulé. Ça, c'est le premier point. Il y a deuxièmement une agression contre l'Ukraine, sur la nation ukrainienne. Et on l'a bien vu dans les discours et déclarations et écrits de Vladimir Poutine, cette négation de l'identité ukrainienne. Il n'y a pas de peuple ukrainien. Et ils vont jusqu'au point de dire que tous les Ukrainiens qui ne reconnaissent pas leur identité russe sont des nazis. On voit bien que cette négation, elle est une atteinte à l'idée même que nous nous faisons en Europe du respect dû à toute nation, à tout pays. Et puis, il y a une agression contre l'Europe elle-même, puisque dans la vie de l'Europe, le respect dû aux voisins, notre volonté de sécuriser l'Europe, il y a bien évidemment aujourd'hui, au cœur de l'Europe, un drame qui se déroule et qui ne peut pas nous laisser indifférents. Donc pour toutes ces raisons, nous devons réagir. Pour toutes ces raisons, tout en évitant soigneusement la co-belligérance, nous devons rester actifs en faisant en sorte, je le redis, d'activer en permanence tous les leviers diplomatiques possibles. On va parler des leviers diplomatiques, mais vous dites il faut éviter le risque d'être co-belligérant. Pour vous, à ce stade, nous n'avons pas franchi cette limite. Nous ne sommes pas déjà co-belligérants avec les livraisons d'armes massives des Occidentaux. Il n'y a pas de définition juridique depuis bien longtemps de la co-belligérance. Donc c'est un débat qui est un débat abstrait. C'est un débat qui ne peut évoluer que si demain Vladimir Poutine dit les Américains ont donné des renseignements pour assassiner ou faire assassiner 12 généraux russes. C'est une rupture dans la relation entre la Russie et les États-Unis, et les États-Unis agissent en tant que co-belligérants. On peut décider qu'un pays est co-belligérant, mais c'est une décision politique, exactement comme l'Irak l'a fait, comme l'Iran l'a fait dans sa guerre avec l'Irak, quand les super-étendards français tiraient sur les Iraniens, et les Iraniens se sont vengés d'ailleurs
politiquement, par le biais du terrorisme, vis-à-vis de la France. Mais il n'y a pas de cadre qui pose cela. Ceci dit, nous savons qu'il y a une sorte de règle tacite qui est de ne pas être partie prenante, c'est-à-dire n'avoir aucun soldat européen, aucun soldat de l'OTAN qui se mêle directement des activités militaires qui se déroulent aujourd'hui en Ukraine. Nous savons que, et ça a été tout le problème sur la zone d'exclusion aérienne, qu'il y a un certain nombre d'outils qui courraient le risque de nous voir entrer en confrontation, et ça aurait été le cas avec l'aviation russe, et tout cela, nous l'évitons soigneusement. Ça fait partie de la responsabilité. On est sur la bonne ligne de crête selon vous. Vous qui, encore une fois, depuis le début, alertez sur le risque d'escalade qui aggraverait les souffrances des civils, comme vous l'avez pointé du doigt dans différents conflits par le passé. Pour le moment, on est sur cette ligne de crête de respect, d'évitement de l'escalade qui nuirait encore plus à la population. Alors, nous sommes fidèles à la stratégie qui est la nôtre, celle des Européens, celle des pays occidentaux. Mais nous sommes aujourd'hui dans une autre phase de la guerre. Depuis le 15 avril à peu près, nous sommes rentrés dans une deuxième phase. Dans un premier temps, en guerre de mouvement. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre de position où la Russie concentre ses forces sur le Donbass, à la fois sur l'Est et sur le Sud, et essaye de réaliser un certain nombre d'objectifs réduits par rapport à ceux qui étaient initiaux, qui étaient de saisir Kiev et vraisemblablement toute l'Ukraine, essaye de se refaire en quelque sorte et de se construire quelques victoires dans cette période. Donc nous sommes dans une autre phase et c'est là où nous devons être attentifs parce que le discours russe peut parfois masquer, par l'idéologie, masquer les possibilités qu'il y aurait à saisir de négociations ou d'ouverture. Et c'est cela, à mon sens, qui constitue l'essentiel dans cette période. Bien évidemment, sous l'égide des Ukrainiens qui sont souverains pour décider de leur avenir, mais en permanence avoir une réflexion stratégique et diplomatique qui nous permette de montrer, parce que je crois que c'est cela qu'il faut construire, montrer à la Russie qu'il y a une autre voie que la guerre. Et dès lors que la voie de la guerre devient très difficile, très coûteuse, et qu'elle s'accompagne d'humiliation même, cela peut induire chez Vladimir Poutine et ceux qui l'entourent un minimum de réflexes de survie, les conduisant à explorer d'autres voies que celles de la force.